Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec SMAC Assurance, qui est aujourd'hui le leader de l'assurance des collectivités territoriales. SMAC Assurance parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci aujourd'hui, consacrée aux agressions d'élus locaux. Quelles réponses apporter? Quelle protection pour ces derniers? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre, parce qu'en effet, si de façon conjoncturelle, le confinement a eu un incontestable effet d'énervement de notre société, d'altération de certains liens, force est de constater de façon plus structurelle que nous basculons peu à peu vers une autre forme de société dont de nombreux acteurs contestent de plus en plus violemment les institutions et les divers représentants de l'autorité. Des attaques physiques, des messages de menaces, des injures, des discriminations, des outrages, de plus en plus d'élus locaux sont ainsi victimes d'agressions. Alors, comment lutter contre ces violences, cette défiance à l'égard des élus et de l'autorité? Quel cadre juridique pour assurer cette protection et quel accompagnement? Les questions sont nombreuses et nos intervenants s'emploieront à y répondre. Deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Alexandra Arnaud, qui est avocate directrice du secteur vie des acteurs publics au sein du cabinet Seban, et Christophe Bouillon, président de l'APVF, ce sont des petites villes de France, maire par ailleurs de Barentin et président de l'ANCT, l'Agence de cohésion des territoires. Merci à tous les deux de votre présence. Je vais évidemment simplement vous signaler aussi que vous pouvez poser vos questions via l'icône questions sur votre écran et que je relayerai ces questions au mieux auprès de nos intervenants. Mais je vous propose que nous commencions tout de suite par vous, Christophe Bouillon. Une première question pour planter le décor, si je puis dire. Je disais en intro que de plus en plus d'élus locaux sont victimes d'agressions. Le dernier chiffre que j'ai pu voir, c'était près de 30% en un an, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais cela concerne également des policiers, ça concerne des pompiers, les enseignants, comme tous ceux qui sont perçus comme étant des représentants de l'autorité. Est-ce que, selon vous, ça correspond à une remise globale des institutions ou est-ce que la question des élus locaux est différente et si c'est le cas, comment lutter contre cette défiance? Alors d'abord, il y a un constat que dresse l'APVF depuis plusieurs années, c'est une augmentation vertigineuse ou importante, en tout cas, des agressions dont sont victimes les élus, qu'elles soient verbales ou physiques. D'ailleurs, nous sommes rattrapés par l'actualité. Quand on voit aujourd'hui même la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, on mesure la tension, la pression qu'exercent un certain nombre d'acteurs sur les élus. Concrètement, les chiffres le traduisent, on avait en 2021 1720, selon le ministère de l'Intérieur, agressions. On est à plus de 2265 en 2022, c'est-à-dire un bond de près de 30% de ces agressions. Et encore, je le dis, il y a beaucoup d'élus parfois qui hésitent à porter plainte ou à faire connaître les pressions qu'ils exercent par peur aussi de représailles. Selon moi, il y a 4 facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène nouveau, grandissant depuis quelques années. Le premier, c'est une violence générale qu'on observe d'ailleurs à travers les réseaux sociaux. Elle est verbale, mais ce sont là des signaux faibles qui entraînent parfois des violences physiques. Beaucoup de citoyens, et les élus en particulier, ont fait l'expérience, en effet, à travers les réseaux sociaux, qui est très abrasif, de cette violence qu'on observe en général dans la société. Le deuxième facteur, selon moi, c'est aussi la nature des relations sociales. Qu'est-ce qu'on observe? C'est de plus en plus une relation, on va dire, consumériste. En gros, on traite aujourd'hui l'élu comme un producteur de services et on n'est pas content. Mais ce qui est vrai pour l'élu est vrai aussi. Moi, j'ai des témoignages dans le milieu associatif où on voit des responsables associatifs qui font ça de façon bénévole, qui sont aujourd'hui ne donnent pas satisfaction, en tout cas qui donnent le sentiment de ne pas donner satisfaction là-dessus. Donc cette relation, elle a changé. C'est-à-dire que la relation à l'élu est une relation de consommateur. Et donc quand on n'est pas content, on l'exprime et parfois de façon violente. Troisième facteur, à mon sens, c'est au sens large la question d'une forme de contestation générale sur tout sujet. On se souvient des épisodes des bonnets rouges, c'était plutôt sur une question
c'était au niveau des taxes. On se souvient aussi des Gilets jaunes sur la question du niveau de vie. Et on a vu aussi les antivax sur la question de la pandémie. Je ne porte pas de jugement sur les raisons de ces contestations, mais j'observe qu'elles sont de plus en plus fortes et qu'elles visent tout dépositaire de l'autorité. Puis enfin, quatrième facteur, à mon sens, c'est la proximité même des élus. Vous savez, on se souvient tous de la célèbre formule que les élus sont à portée de baffe. Malheureusement, c'est plus une image, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont présents. Et donc, quelle que soit la nature ou la motivation de la contestation, de la colère, eh bien, ce sont les premiers de cordée des élus. Ce sont eux qui en prennent plein la vue et qui sont les plus menacés sur des décisions qui relèvent parfois de la loi ou de l'autorité. Quand on est dépositaire de l'autorité publique, quand on exerce des pouvoirs de police, on le fait au nom de la loi, au nom de la réglementation. On a des exemples malheureusement dramatiques où sur les dépôts sauvages, par exemple, pour faire respecter la réglementation et la loi, eh bien, des élus sont en permanence menacés de la même façon. Et ça, c'est assez récurrent et assez fréquent sur la question de l'urbanisme. Beaucoup d'élus, lorsqu'ils respectent le droit de l'habitat, le droit de construction, le droit d'urbanisme, eh bien, sont personnellement menacés, et même leur famille. Alors certes, il y a des dispositions qui sont venues corriger tout cela, mais n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'on a un niveau d'agression qui est historiquement assez élevé en ce qui concerne l'exercice du mandat d'élu. Alors c'est vrai que les maires sont souvent les premiers visages de l'autorité, si je puis dire. Mais d'après beaucoup d'élus, la plupart d'entre eux ont été agressés, non pas parce qu'ils portent ou parce qu'ils font, mais souvent parce qu'ils sont, tout simplement. Est-ce que vous le confirmez? Et souvent, les agressions physiques ont lieu à partir du moment où les élus tentent d'assurer la sécurité publique, en fait. Alors, oui, il y a ce cas de figure, en effet. Il est dépositaire d'autorité, il fait respecter la loi, il assure aussi une mission de tranquillité publique, c'est sûr. Et c'est dans ce cadre-là, souvent, qu'il peut y avoir des réactions, parfois verbales. Mais encore une fois, il faut accorder beaucoup d'importance à ces agressions verbales parce qu'elles conduisent immanquablement souvent à des agressions physiques. J'insiste, et c'est important, que ça concerne non seulement les élus dépositaires de cette autorité, les maires et les maires adjoints, par exemple, mais l'ensemble des élus qui participent à la prise de décision. Pire, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des familles d'élus qui sont concernées. Moi, j'ai des témoignages assez fréquents d'élus qui me disent qu'un citoyen, lorsqu'il n'est pas content parce que soit une mesure en effet de tranquillité publique l'insupporte, soit parce qu'il ne tient pas de gain de cause sur un certain nombre de sujets, je pense à une demande de logement ou à une demande d'urbanisme qui le contrarie, il s'en prend à la famille aussi. Moi, des élus me disent qu'ils ont des citoyens qui les pointent du doigt et qui leur disent, vous savez, on sait où sont scolarisés vos enfants, on connaît vos habitudes, on sait où vous habitez et on pourra s'en prendre à votre famille si jamais je ne tiens pas de gain de cause. Et malheureusement, en ce qui concerne la famille, il n'y a pas le même niveau de protection que celle qu'on peut avoir en tant qu'élu. Donc oui, l'élu qui a une double personnalité, qui est à la fois représentant de l'État comme officier judiciaire et puis dans l'exercice d'un certain nombre de pouvoirs de police, et en même temps représentant du territoire, et c'est celui qui assume les décisions prises en conseil municipal, il est sous le double feu de la contestation et de la contrainte, et il est à portée de baffe, mais malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus une image. Alors, Alexandra Arnaud, est-ce que vous nous entendez bien? Parce que comme vous êtes connecté... Oui, je vous entends très bien. Parfait. Et on vous entend très bien. Donc, parfait, bonjour. Alors, on va s'arrêter peut-être un moment sur le cadre juridique pour assurer cette protection et l'accompagnement des élus. D'abord, dans une première partie, puis après, on reviendra, si vous le voulez bien, à des questions que peuvent nous poser des internautes. Une première partie où vous traitez des évolutions récentes en matière de protection fonctionnelle, comment le législateur a renforcé la protection des élus victimes d'agression. Oui, on a aujourd'hui un arsenal législatif assez dense, assez complet,
avec des lois récentes qui sont intervenues en la matière, des tentatives aussi d'amélioration qui n'ont pas forcément abouti, mais qui sont toujours en cours. Peut-être pour reprendre les choses dans l'ordre, on a d'abord la loi engagement et citoyenneté du 29 décembre 2019 qui a posé un principe obligatoire pour les communes, celui d'une assurance, une assurance obligatoire pour ces communes, notamment pour être en mesure de faire face aux protections fonctionnelles des élus locaux. Alors, en plus, avec une petite particularité, c'est que pour les communes de moins de 3 500 habitants, cette assurance, elle est intégralement compensée par l'État. Et puis, elle s'étend effectivement à tout le champ que peut couvrir la protection fonctionnelle, donc aussi bien le conseil juridique que l'assistance psychologique que des frais annexes. On a une loi encore plus récente qui a fait un petit peu de bruit en début d'année, qui est la loi du 24 janvier 2023, qui va permettre aux assemblées d'élus de se porter partie civile. Cette loi, elle est intéressante à double titre. Déjà parce que elle a élargi le champ des infractions sur lesquelles ces assemblées d'élus peuvent se constituer partie civile et donc apporter leur soutien, leur concours aux élus qui sont victimes notamment d'agressions, mais de toutes sortes de délits et de crimes qui sont visés par la loi. Et puis, elle est intéressante puisque avant l'intervention de cette loi, seuls les élus municipaux en fait, avaient accès à travers des constitutions au sein d'assemblées départementales. Seuls ces élus-là avaient la possibilité de se constituer partie civile. Et aujourd'hui, on est sur tous les échelons des collectivités territoriales qui peuvent apporter leur soutien aux élus, qu'il s'agisse d'élus départementaux, régionaux, même nationaux. On peut avoir ce concours des assemblées d'élus. Et puis, il y a eu une tentative qui n'a pas abouti à travers la LOPMI, une tentative de renforcer la pénalisation. Cette tentative, elle avait pour but d'aligner en fait les sanctions qui sont aujourd'hui prévues pour des faits de violence commis contre des élus sur les sanctions qui sont prévues pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors, donc, du coup, ça menait... le projet de la loi, en fait, était d'alourdir considérablement la sanction pénale, que ce soit la peine d'emprisonnement ou la sanction pécuniaire. Finalement, la LOPMI n'est pas arrivée à ses fins puisque le Conseil constitutionnel a retoqué la disposition qui était prévue par cette loi. Elle l'a retoquée sous le prétexte du cavalier législatif. En fait, elle a considéré que l'endroit où cette aggravation pénale était prévue dans la loi n'était pas en lien avec les éléments qui étaient d'ores et déjà invoqués par la LOPMI. Aujourd'hui, cette aggravation n'a pas eu lieu, mais on essaie quand même de re-rentrer dans le débat législatif sur cette proposition d'aggravation de la sanction pénale, puisque là, très récemment, en janvier 2023, vous avez une proposition de loi qui a été déposée. Donc, pour le moment, elle n'est pas encore débattue et on le sait, malheureusement, il y a beaucoup de propositions de loi qui sont déposées et qui ne sont jamais débattues à l'Assemblée nationale. Donc, on ne sait pas ce qui va advenir de cette proposition. Mais en tout état de cause, une nouvelle proposition de loi propose de nouveau d'alourdir la sanction pénale. Alors, cette fois, pas forcément en parallèle avec les sanctions qui existent pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, mais plutôt pour les sanctions qui existent sur les personnes qui exercent des professions un peu particulières, les professions de magistrats, voilà, et de pouvoir justement avoir, d'englober dans ces différentes professions celles d'élu local pour permettre d'avoir un autre type de sanction pénale. D'accord. Alors, on entendait très bien d'ailleurs la sirène de l'autorité publique derrière vous au moment. Oui, parce que j'ai cette chance d'être à l'Assemblée nationale qui est toujours très animée. Voilà, non, mais c'est très bien. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais c'était très, très efficace. Christophe Bouillon, est-ce qu'il faut, selon vous, repenser l'arsenal législatif? C'est un peu le titre d'ailleurs de cette. Ou est-ce que c'est plus au niveau des sanctions, de la réponse pénale, des actes en doublant les peines encourues, qu'il faut agir à ce stade? Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur les progrès réalisés à travers la loi engagement et proximité ou la loi LOPMI.
Tout ça va dans le bon sens, notamment, par exemple, sur la possibilité pour les associations d'élus que nous sommes de se porter partie civile. Ça existait déjà, mais c'était réservé à l'AMF. C'est élargi parce que ça concerne aussi, et c'est important, je le signalais à l'instant, des cas de figure qui concernent les familles. C'est la possibilité aussi de faire cela. Et puis, par ailleurs, ça couvre désormais l'ensemble de crimes et délits. Et tout ça va vraiment dans le bon sens. Mais il faut citer aussi la fameuse circulaire du 6 novembre 2019 du garde des Sceaux qui appelait, et c'était une demande très forte de l'Association des petits de France, à une réponse pénale qui soit à la fois systématique et qui privilégie un déferrement pour les cas le plus grave. Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? C'est que tout ça ne se traduit pas concrètement dans les faits. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'à la fois, il y ait une action, on va dire, en amont auprès des parquets, mais aussi en aval pour vérifier que les procureurs de la République mènent effectivement une enquête approfondie à chaque fois que les maires ou les maires adjoints portent plainte devant des faits constitutifs, en effet, de menaces ou d'injures. Voilà, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une pleine application de cette circulaire, qui était une demande des associations d'élus. Dupond-Moretti nous avait vraiment entendu de ce point de vue-là, mais concrètement, il n'y a pas d'application. Par ailleurs, moi, je salue l'initiative du député Antoine Vermorel, qui est, par ailleurs, comme élu local, était membre du conseil d'administration de l'Association des Îles de France, parce que, en effet, je crois sincèrement que ça permettrait de compléter l'ensemble de l'arsenal législatif. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir plus de lois, il s'agit sans doute d'avoir une meilleure application et surtout, à travers la circulaire, de demander à ce que les instructions soient réitérées, renforcées, et qu'encore une fois, il y ait une évaluation, une observation en tout cas, de leur mise en application de cette fameuse circulaire du 6 novembre 2019. Hein, j'insiste, 2019. Le temps s'est écoulé et je pense qu'il est temps, en effet, de pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est ce que demande l'ensemble des associations d'élus. Et quand on voit une aggravation des faits constatés, quand on voit cette violence du quotidien, je pense qu'on ne peut pas faiblir. Il ne faut pas avoir la main qui tremble pour faire en sorte d'accompagner les élus. Je le dis, hein, on voit un phénomène de démission aujourd'hui des maires depuis plusieurs mois. Certes, il n'est pas lié uniquement à la question des agressions et des menaces qui pèsent sur les élus, mais il en motive un certain nombre. En tout cas, il conduira, me semble-t-il, demain à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes qui s'engagent pour exercer ces missions. Et je le dis aussi, c'est que même si l'arsenal semble complet, notamment en souhaitant que cette initiative parlementaire aille jusqu'au bout, pour autant, ce n'est pas suffisamment dissuasif, on le voit bien aujourd'hui, parce que ça n'empêche pas les cas encore récents qu'on a pu constater. Un certain nombre de remarques par rapport à vos propos à tous les deux. Sur ce que vous venez de dire, 1300 maires, un internaute, 1300 maires ont démissionné depuis 2020. Je ne connaissais pas ce chiffre, selon le gouvernement, et qui est un élu qui évoque une cote d'alerte et qui demande ce que vous en pensez, ce que vous venez de nous dire à l'instant. Et puis d'autres remarques sur le fait que, mais ça vous en aviez touché un mot tout à l'heure, sur le fait qu'une des questions n'est-elle pas sur le fait que précisément beaucoup d'élus ne portent pas plainte? Oui, moi je pense qu'il y a parfois une peur des représailles aussi. Parce que, sur les familles notamment, peut-être. Oui, il faut quand même avoir à l'esprit cette réalité qui est que la plupart des communes en France sont des petites communes, voire des très petites communes, avec moins de 2000 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Il y a non seulement cette proximité qui est liée à la présence des élus localement, et la reconnaissance et la connaissance qu'on peut en avoir, mais quand vous êtes dans un village de 500 habitants, on connaît toutes vos habitudes, on sait où vous habitez, on sait ce que fait votre famille, et donc il y a cette peur manifeste des représailles. Donc oui, il y a un certain nombre d'élus qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche et qui parfois, du coup, n'alertent pas. Il n'y a pas de signaux faibles, parce qu'encore une fois, il y a une sorte de graduation parfois. Avant d'en arriver à la violence physique, il y a souvent la violence, un premier stade qui est la violence verbale. Mais la violence verbale, si elle n'est pas signalée, eh bien, ça ne permet pas de mettre en place
des dispositions, ou en tout cas d'empêcher aussi l'agression physique pour le coup. Donc, on ne peut qu'encourager les élus à le faire, mais on ne peut que comprendre aussi malheureusement la peur des représailles qui s'exercent sur eux, du fait, les élus ne sont pas des anonymes par définition, et encore le fait qu'on ait vraiment des petites communes en France renforce cet aspect des choses. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet-là. Vous, je crois que vous êtes maire, Barentin, c'est quoi, 12 000 habitants à peu près? 12 500 habitants, en effet. Habitants. Et beaucoup de personnes nous posaient la question, est-ce que la question ne se pose pas différemment selon la taille de la collectivité locale? Très clairement, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Oui. C'est tous les élus qui peuvent être menacés. On se souvient malheureusement de l'attaque au couteau qu'avait vécu le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Donc voilà, mais en même temps, je veux dire, il n'y a pas de limite. La seule différence sans doute, par contre, c'est que plus la taille de la commune est petite, plus la peur des représailles est forte parce que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Alors, Alexandre Arnaud, je propose qu'on continue une deuxième partie sur la mise en œuvre et la prise en charge de la protection fonctionnelle, parce qu'il y a un certain nombre de questions d'internautes, beaucoup qui posent la question d'ailleurs, est-ce que les élus doivent prendre une assurance personnelle? Donc, alors, dans la mesure où depuis la loi qu'on a évoquée tout à l'heure, l'assurance est obligatoire pour les collectivités, justement pour couvrir cette protection fonctionnelle des élus, il n'y a pas d'obligation pour un élu local de prendre une assurance personnelle. Après, je suppose que dans le cadre de l'assurance dont tout un chacun peut bénéficier au titre de son assurance habitation ou autre, il y a effectivement des types d'assurances qui peuvent être comment dire, spéciales et qui peuvent prendre en compte le mandat local de l'élu. Après, très clairement, c'est aussi à la collectivité territoriale, puisque c'est une fonction, le mandat électif, c'est aussi à la collectivité territoriale de prendre ses responsabilités et d'être en mesure d'accompagner, de soutenir et d'assurer l'élu, puisque, on le rappelle déjà tout de suite, c'est que la protection fonctionnelle qui est assurée par la collectivité territoriale, elle a vocation à couvrir l'élu, d'ailleurs qu'il soit attaqué ou qu'il le souhaite, lui, mener une procédure en raison de violences, de menaces, d'outrages qui ont pu être commis à l'occasion de ses fonctions. Donc, c'est bien un point central de la protection fonctionnelle, c'est le fait d'identifier que l'atteinte qui est subie par l'élu local a bien été commise dans le cadre de ses fonctions. Donc, en tant que tel, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de conseiller aux élus locaux, chacun dans leur coin, de prendre une assurance personnelle pour couvrir les risques, les atteintes auxquelles ils pourraient être sujets, puisque très clairement, c'est à la collectivité territoriale de couvrir ses coûts. Ce qui est important de relever, parce que parfois, nous, ça nous arrive assez régulièrement en tant qu'avocat, on est questionné sur ces points. Qui a le droit à la protection fonctionnelle au sein d'une collectivité territoriale? Cette protection fonctionnelle, elle est limitée, elle n'est pas générale et absolue à tous les élus locaux. Elle se limite aux élus locaux à tête d'exécutif, donc le maire, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont susceptibles d'avoir une délégation, puisqu'on considère que ce sont ces exécutifs qui sont les plus exposés et les plus en responsabilité au regard des risques pénaux, notamment. Donc, la protection fonctionnelle, elle ne peut pas bénéficier aux élus de l'opposition. Cette protection fonctionnelle, elle nécessite aussi que le conseil municipal puisse délibérer. Donc, le process traditionnel d'une sollicitation pour une demande de protection fonctionnelle, c'est déjà rentrer dans les conditions qui sont posées par la loi. Donc, la loi nous dit que la protection fonctionnelle peut être accordée à un élu local, soit que lui-même soit concerné par une procédure pénale, donc soit le potentiel, la personne qui a potentiellement commis l'infraction, soit à contrario qu'il ait été victime, donc victime de violences, de menaces ou d'outrages, sachant que les infractions qui sont énumérées par le législateur ne sont pas limitatives, puisque la jurisprudence elle a élargi la liste des situations dans lesquelles un élu local peut demander une protection fonctionnelle, les menaces, les attaques, la diffamation, toutes les infractions de presse. C'est d'ailleurs un énorme sujet pour nous, plus que les agressions physiques. On a énormément de protection fonctionnelle sur des infractions en matière de droit de la presse.
Donc, l'idée, c'est de rentrer déjà dans les conditions qui sont posées par le législateur, que l'atteinte, la violence, le fait ait été commis dans le cadre des fonctions de l'élu, ça c'est le second point, et que l'intérêt général ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une protection fonctionnelle accordée. La protection fonctionnelle, l'élu en fait la demande, quand bien même il est le maire, il doit en faire la demande à son conseil municipal par un courrier écrit. Si ce n'est pas le maire qui la sollicite, le courrier est adressé au maire, qui inscrit à l'ordre du jour la délibération relative à la protection fonctionnelle. C'est voté par le conseil municipal qui, derrière, doit circonscrire les cas de figure dans lesquels cette protection fonctionnelle elle est accordée et les coûts qu'elle est amenée à couvrir. Donc là, vous avez un panel qui vous est exposé des coûts qui peuvent être couverts par la protection fonctionnelle. En premier lieu, parce que c'est important, les frais de justice, parce que c'est vrai que ça peut être un coût considérable pour un élu local. Rappelant, et c'est très important, que la protection fonctionnelle n'est pas conditionnée aux chances de succès de la procédure contentieuse qui est menée. C'est-à-dire que quand bien même demain vous êtes victime d'une agression physique, vous décidez de porter plainte, vous avez une enquête qui est ouverte, une information, etc. Et puis on en vient au moment où le tribunal est amené à se prononcer et finalement il relaxe la personne qui a commis l'agression. Pour autant, la protection fonctionnelle sera néanmoins due. Elle n'implique pas nécessairement une condamnation à la fin. Donc voilà tous les frais qui peuvent être pris en compte, les frais de justice et d'avocat, les frais médicaux, toutes sortes de dommages qui peuvent avoir été subis par l'élu victime. On peut aussi solliciter des mesures plus pratiques, publier un communiqué de presse, avoir un droit de réponse dans le journal local. Donc il y a vraiment tout un panel d'outils qui sont liés à la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle. Très bien, c'est très clair. Alors Alexandre Arnaud, ce que je vous propose, c'est que comme Christophe Bouillon doit nous quitter quelques minutes avant la fin, je vais concentrer quelques questions qui m'arrivent, qui le concernent plus, et je vous poserai à vous-même les autres questions qui nous arrivent, qui sont plus liées à vos propos, si ça vous convient. Donc, Christophe Bouillon, il y a des questions d'ordre complètement différent. La première, c'est, vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, sur le risque qu'il y ait une désaffection chez les citoyens d'engagements locaux. Oui, clairement. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où le risque est grand d'avoir des répercussions non seulement sur sa vie personnelle, mais sur sa vie de sa famille, ce n'est pas ce qui va encourager l'engagement public, et c'est bien dommage. On avait déjà ressenti une difficulté générale parce que c'est vrai que les contraintes budgétaires parfois qui pèsent sur les collectivités, le sentiment aussi qu'il y a une perte de reconnaissance de l'engagement avait déjà douché un certain nombre d'espoirs, en tout cas de volonté d'engagement. Ce que j'observe par ailleurs, c'est que malgré tout, et c'est là un terrible paradoxe, c'est que la cote d'amour des maires reste assez forte malgré tout. C'est-à-dire, vous savez, régulièrement, il y a des enquêtes qui sont menées pour établir le niveau de confiance vis-à-vis des élus selon les mandats. Le maire reste en haut du tableau, c'est-à-dire que les gens plébiscitent plutôt les maires que les autres mandats d'élus, ça c'est une vérité. En bas du classement, on a parfois les parlementaires, et en haut du palmarès, on a plutôt les élus locaux et notamment le maire. Donc l'image du maire n'a pas l'air d'être égratignée, même si elle a diminué ces derniers temps. Pour autant, ça n'empêche pas, à cause de ces faits observés d'agression, que beaucoup de maires soit jettent l'éponge, soit des prétendants se disent aujourd'hui à quoi bon, si c'est pour en plus ne pas être reconnu dans mon action, je préfère faire autre chose. Donc ça jouera et c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que la démocratie, elle a besoin aussi parfois de confrontation, c'est-à-dire plusieurs opinions qui s'observent, et qu'on a besoin aussi d'engagement d'un personnel municipal, en tout cas d'élus, avec des profils différents. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a déjà 42% des maires qui sont des retraités, ce qui est très bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des retraités pour s'engager plus généralement dans le milieu associatif. Simplement, ce qui est important, sans doute, c'est que eh bien, le profil des élus et de maires reflète le plus possible la société, et c'est de moins en moins le cas. Et avec ce type de phénomène,
ça découragera encore plus, notamment ceux qui sont actifs aujourd'hui dans la société. Et une autre question qui est d'un tout autre ordre. Je sais que ça avait été mis en place, mais si vous pouvez donner quelques infos sur la formation des élus pour leur apprendre à désamorcer les conflits, pour qu'une agression verbale ne dérape pas vers une agression physique. Est-ce que ça existe véritablement? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que, par exemple, vous y avez participé? Alors non, je n'y ai pas participé. On a des formations, par exemple, pour des agents de nos collectivités qui sont en frontline, qui reçoivent des personnes, classiquement l'état civil, l'accueil de la mairie. De plus en plus, il y a des formations qui sont posées parce qu'il peut y avoir aussi des situations de gestion de crise, enfin gestion de comportement vis-à-vis de citoyens qui seraient en colère. Il n'y a pas de formation spécifique pour les élus, mais rien n'empêche d'abord des formateurs de proposer ce type de formation ou à des élus de demander des conseils. C'est ce qui se passe le plus souvent à des élus plus expérimentés, en tout cas qui sont présents dans la fonction depuis plusieurs années, pour savoir quel type d'attitude il faut adopter. Mais je pense que ça va devenir en effet sans doute nécessaire. Moi, ce que j'observe aussi, et ça montre que ce n'est pas simplement la question des élus, on a de plus en plus de cas de figure aussi d'enseignants dans nos écoles qui sont confrontés à des réactions parfois vives de parents d'élèves qui ne comprennent pas toujours des décisions qui sont prises pour garantir l'autorité, le respect qu'on doit aux enseignants. Mais on a aussi nos agents municipaux dans les cantines, par exemple, quand ils doivent faire observer un niveau sonore acceptable pour pouvoir manger en collectivité, qui sont parfois agressés par les parents qui ne comprennent pas qu'on ait pu demander à leurs enfants de se conduire un peu différemment. Donc on voit bien que sans doute ce style de formation, d'accompagnement est très utile. D'ailleurs, vous avez des institutions, je pense à la Poste par exemple, qui a des agents dans les agences bancaires qui ont été formés aujourd'hui à maîtriser, à faire attention, à avoir des attitudes vis-à-vis de colère ou d'agression dont ils peuvent être victimes. Donc je pense qu'il faut s'inspirer en effet de ce qui se fait dans certaines institutions ou même entreprises qui sont confrontées aujourd'hui à des relations qui sont parfois conflictuelles et difficiles. Deux autres questions avant de revenir au propos d'Alexandra Aderno. Vous aviez proposé, je crois c'est un internaute qui signale ça, un travail d'intérêt général puisse être ordonné en cas d'injure publique sur une personne dépositaire. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Qu'en est-il? Alors oui, pourquoi on l'a proposé? Parce que je pense que c'est important qu'on puisse considérer les agressions verbales au bon niveau. Il ne faut pas les sous-estimer. Elles ne sont pas toujours sous-estimées, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence verbale conduit souvent à la violence physique, et c'est là où s'exerce aussi cette peur des représailles. Et je pense qu'il faut, après, plus généralement, et c'est une demande de beaucoup d'élus sur la notion d'intérêt général, les travaux d'intérêt général, c'est de pouvoir faire en sorte à ce que on soit aussi dans l'éducation, dans la sensibilisation. Bon, après, je n'ignore pas une chose, et je pense que l'avocate pourra le dire. Alexandra Aderno, c'est qu'on a déjà des difficultés aujourd'hui de trouver des points de chute ou des points d'accueil pour permettre la mise en œuvre de ces travaux d'intérêt généraux. Il y a des collectivités qui le font bien volontiers parce qu'elles montrent par là, il y a un côté exemplarité, il y a un côté, on va vous montrer ce que fait une collectivité par ailleurs. Donc on est très demandeur de ça, même si on n'ignore pas la difficulté de mise en œuvre derrière. Mais l'idée pour nous, et j'insiste sur ce point, c'est de considérer très très vite et très très tôt ces signaux faibles, cette forme d'agression verbale qui peut conduire à des extrêmes. Alexandra Aderno, vous confirmez cette difficulté de mise en œuvre? Oui, effectivement, c'est pas toujours évident de faire appliquer les choses, mais de toute façon, en règle générale, on le voit bien parce qu'on parlait liminairement de tout l'arsenal qui existe aujourd'hui, et on voit qu'en réalité,
enfin, si aujourd'hui on est face à une difficulté sur cette mise en œuvre de ces arsenals, c'est qu'effectivement, il y a une prise en main qui est toujours assez délicate, un accompagnement aussi, peut-être qui a du mal à se mettre en place. Pourtant, on a un certain nombre outre tous les aspects légaux et le cadre juridique existant, on a aussi des circulaires, notamment une circulaire de 2020 qui est venue prioriser les sanctions sur les infractions justement qui sont commises à l'égard des élus qui détiennent des mandats électifs pour bien démontrer justement la façon dont se saisit, dont le procureur de la République se saisit des choses pour justement solliciter que ces infractions soient particulièrement traitées, particulièrement prises en compte. Donc voilà, on a un arsenal législatif existant, mais on a encore du mal à mettre en place des solutions satisfaisantes pour pallier les difficultés existantes. Christophe Bouillon, peut-être une dernière question avant de vous libérer et de respecter le timing. C'est pas véritablement une question, c'est le constat qui vient de plusieurs questions. On a l'impression qu'il y a beaucoup de maires qui aimeraient bien que localement, sur leur territoire, les gens se rassemblent, chaque maire sache ce qu'il doit acter, s'il peut intervenir, à quel moment, et de bien définir les rôles avec les différents partenaires. Et plutôt que d'avoir uniquement des décisions qui soient nationales. Est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire, ce n'est pas véritablement de la formation, mais c'est véritablement connaître les pouvoirs dont on dispose, quoi. Après, c'est vrai qu'on connaît le vieil adage, hein, nul n'est censé ignorer la loi. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins de formation. Il y a aussi un droit à la formation. Hein. Je rappelle que c'est une obligation dans les budgets. Il y a des sommes qui sont louées. On connaît ce budget et ces budgets sont peu utilisés. C'est ça le fond. Alors que, il faut le dire, le niveau de formation a évolué. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec le succès de webinaires. Hein, il y a beaucoup de webinaires qui sont organisés. Il y a aussi des avocats qui sont aujourd'hui associés à des organismes agréés en termes de formation. Donc, moi, mon message, c'est il faut certes recevoir l'information, mais il faut aussi aller la chercher. Elle est disponible. Il y a des capacités de le faire. Il y a des facilités pour le faire. Je sais aussi qu'il y a des initiatives qui sont prises parfois soit par les centres de gestion départementaux, soit par les associations de maires aussi à l'échelle départementale qui mettent l'accent sur ces points-là. Ce que je pense concrètement, c'est que malheureusement l'actualité, en l'occurrence, va conduire à ce que ce sujet apparaisse de plus en plus dans les radars et va motiver, il faut le souhaiter, un certain nombre d'élus d'être informés sur ces situations et sur les... vous voyez, l'initiative que vous avez prise et l'information qui nous a été donnée tout à l'heure par Alexandre Alain montre que voilà, il y a quand même, il y a un arsenal juridique, on n'est pas sans moyens. Il faut simplement connaître ces moyens et savoir comment on peut le faire. Et je signale aussi des initiatives qui sont prises par des assurances aussi. Hein, voilà, donc il y a de la matière, il y a des acteurs, il y a des moyens. Je pense que c'est quand même à portée de main. Peut-être une dernière remarque, celle-ci vraiment la dernière avant de vous libérer. Une petite remarque d'un élu. Les violences verbales ne sont quasiment jamais poursuivies par le parquet. C'est une question qui est posée à tous les deux d'ailleurs, hein. Ce qui décourage aussi les maires de déposer plainte. Il a raison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord il ne faut pas sous-estimer les attaques verbales, il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des signes avant-coureurs en fait. Voilà, et ça conduit systématiquement ou très souvent malheureusement et de plus en plus souvent à une violence physique. Ou à une dégradation de biens d'autrui. Hein. On a vu des véhicules incendiés, on a vu des domiciles personnels conduire à des missions de maire. Et il y a une peur aussi des représailles et qui conduit parfois à ne pas les signaler. Mais par ailleurs, et mon collègue maire a parfaitement raison, ce n'était pas poursuivi. Alors parfois pour des raisons objectives, parce qu'il y a déjà tellement de sujets qui mobilisent les moyens de la justice ou les moyens de la police.
ou de la gendarmerie. Mais ce qui n'est pas admissible aujourd'hui, et c'est parfois entendu, moi j'ai des témoignages de maires qui, lorsqu'ils souhaitent déposer plainte pour ce qui est considéré comme des agressions verbales, tant du côté de la police ou de la gendarmerie, on n'a pas toujours l'écho pour pouvoir le faire. Donc, je pense qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'importance, toute forme d'agression, verbale ou physique, sur un dépositaire de l'autorité publique. Si on ne le fait pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de dissuasion possible. Et s'il n'y a pas de dissuasion possible, ce phénomène ne sera jamais enrayé, ce qui n'est pas possible dans une démocratie. Très bien. Écoutez, merci infiniment de vous être rendu disponible. Nous allons continuer avec Alexandra Aderno, pour laquelle j'ai beaucoup de questions, et puis de la part de tout le monde et de SMAC l'assurance. Merci de votre disponibilité et bonne réunion derrière. Merci de votre écoute et merci d'avoir partagé et d'avoir entendu avec beaucoup d'intérêt Alexandra Aderno. Merci beaucoup. Alors, Alexandra, je me tourne vers vous parce que nous avons encore quelques slides à faire passer, mais j'ai aussi un certain nombre de petites questions et je ne voudrais pas qu'on n'y réponde pas, donc je vais vous les poser. Notamment, beaucoup de questions sur les injures sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut porter plainte dans ce cas? Bien sûr, les réseaux sociaux sont aussi aujourd'hui considérés comme un outil. Les réseaux sociaux sont aussi soumis dans le cadre des injures, donc qui relèvent des infractions du droit de la presse, de la loi de 1881. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font intégralement partie des outils de communication qui peuvent être déférés au juge pénal dans le cadre d'une infraction qui est commise. Donc après, avec toutes les difficultés qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur le caractère immédiat de l'outil, sur les possibilités de modération, de suppression, etc., donc la nécessité de bien faire constater en temps et en heure l'injure qui a pu être relayée. Mais en tout état de cause, oui, c'est possible lorsque vous êtes, et ça nous arrive régulièrement et de plus en plus souvent, parce que finalement, le fait pour un administré d'être caché derrière son écran, c'est toujours plus facile et c'est toujours très libérateur de la parole. Donc, on se retrouve parfois, même de façon très surprenante, en se disant presque, mais à quel moment cet administré, ou même déjà des fois des agents parfois, qui ont quand même un devoir de réserve, publient des choses absolument aberrantes sur les réseaux sociaux, et des choses qui peuvent d'ailleurs rester, qui peuvent être relayées, et on est toujours très étonné, mais c'est en plus, je pense, aujourd'hui, plus de 50% de l'activité en matière d'infraction en droit de la presse, tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux de tout ordre, que ce soit Twitter, Facebook, pour ne pas les nommer. Vraiment, on est sur une recrudescence de ce type d'injures. Une autre question qui est peut-être un tantinet anecdotique, mais je vous la pose quand même. En cas d'agression verbale entre deux élus issus du même conseil municipal, la protection est-elle due aux deux? Alors, elle peut l'être, mais encore une fois, ça ne pourra être dû que si les deux élus, et alors là, je crains le pire, mais que si les deux élus ont une délégation. Donc, ce qui voudrait dire que la majorité est peu sereine au sein du conseil. Si ce n'est pas le cas, et ça nous arrive assez régulièrement, qu'il y ait des injures ou des agressions verbales, voire physiques, entre élus locaux, la plupart du temps, on est sur un élu de l'opposition face à un élu de la majorité, et c'est peut-être d'une grande inégalité ou injustice, mais seul l'élu de la majorité pourra obtenir effectivement la protection fonctionnelle dans cette hypothèse. Et puis peut-être une dernière question avant de vous écouter sur les documents que vous nous avez préparés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, si la personne condamnée pour agression envers un élu doit indemniser l'élu concerné, est-ce à la collectivité, comme c'est le cas pour les fonctionnaires, d'indemniser en cas d'insolvabilité du condamné? Alors, sur ce point-là, je ne suis pas certaine, bien que, effectivement, il faudrait vérifier parce que le régime qui est celui de la protection fonctionnelle des élus est principalement calqué sur le régime de l'APF des agents. Néanmoins, il y a quand même un principe de bonne gestion des deniers publics. Donc, je vous avoue que je ne suis pas certaine que ce soit le cas pour les agents publics. Sur le fait qu'une personne qui est condamnée et qui est insolvable, ce soit à la collectivité territoriale de se substituer à elle
pour verser les indemnités. Je suis loin d'en être certaine. Je pense même en première intention que ce ne serait pas le cas, puisque ça ne fait pas partie véritablement du panel de mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre de l'APF. Assurer des frais de justice, assurer des dommages, etc. Oui, mais se substituer à une condamnation pénale, je pense que ça n'est pas véritablement l'objet de l'APF. Donc pour moi, non, ça ne fait pas partie des choses que la collectivité doit prendre en charge. Très bien. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le déroulé de ce que vous nous aviez proposé, les deux éléments. Donc je vous repasse la parole. Oui, voilà. Vous y avez déjà peut-être un petit peu répondu sur la nécessité effectivement de mettre en place de nouvelles lois. Aujourd'hui, on considère qu'on a un arsenal législatif assez complet. Peut-être que effectivement le manque, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, peut-être que la difficulté repose sur le manque de formation, le manque de sensibilisation des élus. On est aussi aujourd'hui dans un univers où les élus locaux, on leur demande beaucoup de choses. De se professionnaliser, d'être en responsabilité et par ailleurs, voilà, d'avoir une information continue sur des sujets divers et variés. Mais effectivement, en l'état, le cadre juridique et le régime juridique pour assurer la protection des élus paraît être relativement complet. Alors peut-être que ce qui manque et ce qui tend aussi à se mettre en place, c'est un accompagnement, mais qui dépasse un petit peu le cadre juridique et qui commence à être mis en place, donc à la fois à travers des circulaires du ministre de la Justice de 2020 qui tentent à solliciter de la part des procureurs de la République qui sont chargés de recevoir des élus locaux dans le cadre d'agressions dont ils ont pu être victimes, de faire preuve d'une certaine souplesse, d'un aménagement constant, eu égard à leur mandat électif qui est exercé par ailleurs, de les recevoir de façon individualisée, de pouvoir leur donner les informations nécessaires, enfin, vraiment de faire preuve d'une certaine bienveillance à leur égard lorsqu'ils sont entraînés dans le système judiciaire et surtout le système pénal. Et puis, il y a l'AMF qui a monté avec des associations départementales un observatoire des agressions envers les élus qui va permettre de libérer la parole sur ces sujets, d'avoir des témoignages sur les atteintes physiques, verbales qui sont subies par ces élus locaux et la façon dont ils ont pu mettre en œuvre une solution satisfaisante pour pouvoir justement condamner ces agressions. Et puis très récemment, puisque c'était en début d'année, on a eu une annonce sur la mise en place d'une cellule. Alors pour le moment, il y a très très peu d'informations qui sont données sur les missions qui seront celles de cette cellule, mais la ministre déléguée, donc, qui est chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, a annoncé la création de cette cellule. Donc là, c'était début mars 2023. Et cette cellule, elle aura pour vocation justement de recenser les phénomènes, d'analyser les faits pour mettre en place aussi des systèmes de prévention et puis d'y répondre, de chercher des outils et des clés pour remédier à ces agressions à travers les dispositifs existants, la police nationale, la gendarmerie, les parquets, la police, et justement peut-être aussi donner des instructions un peu plus précises aux procureurs pour sanctionner et poursuivre ces infractions qui sont aujourd'hui, comme vous le disiez, les agressions verbales. Aujourd'hui, elles sont très peu poursuivies dans les faits. Alors la raison, je ne la connais pas forcément, même si on nous oppose régulièrement, lorsqu'on va poursuivre des agressions verbales, on nous oppose souvent le caractère polémiste intrinsèque à la vie publique. Et le fait, alors bien sûr l'agression verbale, il y a quand même l'insulte, l'injure, etc. Mais voilà, sur certains propos, on va souvent nous dire oui, mais la vie politique est polémique, elle est virulente, et voilà. Et donc, c'est le cas notamment lors d'élections électorales, lors d'élections municipales, par exemple, on a régulièrement des propos qui peuvent dépasser justement la polémique et qui ont encore tendance à ne pas être sanctionnés par le juge pénal qui s'inscrit justement, qui remet un peu sur le tapis la volonté d'un débat démocratique, transparent, purgé de tout filtre, etc. Mais nous, on croit véritablement au cabinet que c'est en continuant de porter plainte sur ces sujets, de mener des combats et de saisir le juge
qu'un jour ou l'autre, la politique qui est aujourd'hui celle conduite par le juge pénal, un jour sera revue différemment. D'accord. Alors, deux, trois autres petites questions. Une première que j'aurais pu vous poser à tous les deux tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un rôle particulier que peut avoir la police municipale? La police municipale, alors c'est pas vraiment l'objet de cette police municipale, hein, qui n'est pas véritablement tournée vers la protection du maire, mais plutôt vers la protection de la collectivité, la mise en place, la mise en place des différents pouvoirs de police municipaux. Donc on est plutôt tourné sur le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la salubrité publique, ces grands principes. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la PM, contrairement à la police nationale, on est quand même sur de la police administrative, et qui dit administrative dit en prévention et non en sanction, en répression. Donc dans cette mesure-là, évidemment que comme tout administré ou citoyen normal, la PM peut intervenir pour essayer de mettre un terme à une situation qui est susceptible de dégénérer, mais en tant que telle, elle n'a pas de véritable rôle à jouer dans la répression, la sanction ou même la protection de l'élu local. Elle peut jouer quand même peut-être sur ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe Bouillon, les signes avant-coureurs, je dirais. Elle fait de la prévention, donc effectivement, si à titre préventif, elle peut avoir le constat ou même la connaissance aussi du contexte local, effectivement, elle peut être en mesure de prévenir, de faire remonter l'information, de mettre en œuvre certains dispositifs, mais après, en tant que telle, c'est pas elle qui pourra être de nature peut-être à diminuer ou à faire régresser les atteintes qui sont portées aujourd'hui aux élus locaux. Alors, on évoque ce ne sont que des propositions de loi, hein, mais simplement pour avoir votre avis ou si vous avez des infos complémentaires, il y a un projet de loi une proposition de loi qui a été déposée par Philippe Bas, Christophe Gatel, etc., sur le fait d'élargir, vous en parliez un peu en introduction, élargir la protection fonctionnelle aux élus intercommunaux. Je ne savais pas que les élus intercommunaux ne faisaient partie du groupe. Est-ce qu'il y a un avenir possible pour cette proposition ? Alors, j'ai pas trop d'informations sur cette proposition parce que, comme beaucoup de propositions de loi, pour le moment, on n'est qu'au stade du dépôt, donc il n'y a pas encore véritablement de débat autour de ces termes. Après, la PF pour les élus intercommunaux, voilà, c'est pas, ça me semble pas aujourd'hui où un élu intercommunal est élu aussi démocratiquement, de façon directe, comme un élu municipal, dans la mesure où il exerce ses fonctions et qu'il est susceptible dans ce cadre-là. Après, la difficulté peut-être, c'est que pour l'administré, si on parle que de ça, mais la PF, elle est beaucoup plus large que seulement les agressions physiques ou verbales qui peuvent être commises par des administrés à l'égard d'élus locaux. Mais si on parle de ce point de vue-là, c'est vrai que pour l'administré, est-ce que lorsque, et c'est peut-être là la difficulté qu'il y aura à mettre en place ce type de protection fonctionnelle, à quel moment on est en capacité de distinguer la casquette de l'élu municipal de la casquette de l'élu intercommunal. Voilà, c'est la difficulté parce que quoi qu'il en soit, il est dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'on ne va pas se heurter, si vous voulez, à une appréciation extrêmement stricte et rigoureuse pour déterminer. Donc certes, il était dans l'exercice de son mandat local, mais lequel? Est-ce qu'il était l'élu intercommunal ou est-ce qu'il était l'élu local? Ça peut être source de difficultés à mon sens, mais comme tout texte de loi, il faut voir la façon dont c'est rédigé, dont c'est prévu, dont c'est organisé. Une autre proposition de loi qui évoque le fait de qualifier de circonstances aggravantes toutes les violences commises sur une personne titulaire d'un mandat. Oui, effectivement, il y a un dispositif qui est en pourparlers sur la possibilité de considérer que le fait d'exercer un mandat électif pourrait constituer une circonstance aggravante. Je sais pas, alors juridiquement, se pose peut-être la problématique dans le cadre de l'étude de cette loi du principe d'égalité, c'est-à-dire que dans quelle mesure on va considérer que le fait d'exercer un mandat électif est une circonstance aggravante et pourquoi le fait d'être dans une autre circonstance qui pourrait être considérée comme étant plus ou moins équivalente n'est pas, elle, pénalisée de la même manière en étant caractérisée de circonstance aggravante.
pourrait y avoir ce débat de fond. Mais hormis ça, pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'est pas la circonstance aggravante, c'est pas le point qui est retenu aujourd'hui, par exemple, pour pénaliser quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique. On a une disposition qui nous fixe les sanctions pour un dépositaire de l'autorité publique, ou encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on a des sanctions pénales bien précises pour les personnes qui exercent des professions particulières. Donc voilà, je ne sais pas en quoi le fait d'exercer un mandat local est susceptible de pouvoir constituer une circonstance aggravante, bien que, il faut quand même le dire, ça c'est d'un point de vue purement factuel, l'élu local aujourd'hui est clairement sur le devant de la scène, il est en responsabilité plus, et souvent assez démuni face aux responsabilités qui lui incombent. J'ai vu tout à l'heure passer comme ça au détour une question sur le fait de savoir quelle pourrait être la part justement de ces agressions qui sont subies par les élus locaux, dans le fait qu'on a plus de 1300 élus encore qui démissionnent chaque année. C'est difficile de quantifier cette part sur le fait que les élus soient victimes d'agressions, mais je pense que c'est un tout qui est parfois très difficile à pondérer, parce que les élus locaux, donc aujourd'hui, comme je disais, on est face à une fonction qui se professionnalise énormément, et c'est pas toujours facile d'aller à la vitesse de cette professionnalisation lorsqu'on est sur des petites communes, des communes rurales. On est aussi face à aujourd'hui des règles, notamment en matière de déontologie de l'élu, de probité. Les élus aujourd'hui, alors face aux 1300 démissions annuelles, c'est un chiffre dérisoire, mais on a quand même, je crois que c'était en 2018, alors la SMAC a peut-être des données plus récentes, mais en 2018, on avait quand même plus de 390 élus qui étaient poursuivis au pénal pour des faits et des infractions relatives à l'atteinte à la probité. Donc, on a tous ces mécanismes en place qui font qu'aujourd'hui, les élus sont victimes, mais sont aussi potentiellement susceptibles de commettre, et de commettre de façon parfois bien involontaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et je pense que ce double process d'être à la fois victime, d'être à la fois auteur, et en plus de solliciter une professionnalisation avec des textes de plus en plus techniques et une mise en œuvre de plus en plus difficile des politiques locales, tout ça, ça contribue largement à décourager les élus locaux, surtout lorsqu'on est dans des petites communes et qu'on n'est pas très bien accompagné. Oui, c'est un véritable sacerdoce, quoi. J'ai une dernière question peut-être. Est-ce que vous, au niveau du cabinet, restons là sur les agressions d'élus, vous avez senti une accélération, une recrudescence, une évolution aussi des situations? Ça fait plusieurs années que c'est le cas. Ça date véritablement pas de 2023. Alors, c'est toujours aussi très compliqué de savoir, parce que vous avez la presse qui, parfois, à un instant T, va vraiment mettre le focus sur un fait divers ou une actualité brûlante. Et on a l'impression que ça date qu'au d'aujourd'hui. Moi, ça fait à peu près 11 ans que je suis au cabinet, et ça fait 6-7 ans maintenant que, de façon récurrente, on tient un agenda en chaque début de semaine où chacun peut exposer ses dossiers. Et de façon récurrente, que ce soit à travers mon secteur d'activité, où on a un secteur dédié au droit pénal, on constate que toutes les semaines quasiment, on a des faits sur lesquels les élus locaux sont victimes. Alors, ce n'est pas forcément de l'agression physique, mais l'agression verbale, c'est assez récurrent. Les infractions du droit de la presse, c'est aussi quasiment toutes les semaines. Donc, voilà, ça fait 6-7 ans qu'on est vraiment en face d'une véritable recrudescence de ce type d'agression verbale, physique, mais avec des élus, alors qui certes peut-être aujourd'hui ne sont pas tous favorables à initier des procédures pour se défendre, mais on a quand même toujours, nous en tout cas, on a un exemple d'élus issus de différentes collectivités, de la plus petite à celle qui compte plus de 50 000 habitants, qui tentent quand même régulièrement d'initier des procédures pour faire valoir leurs droits à cet égard. Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment, Alexandra Aderno, pour ces propos très, très éclairants. Je précise qu'il y a beaucoup d'infos, et notamment une analyse de la loi du 24 janvier qui est sur le site de l'Observatoire SMAC, et puis beaucoup aussi de réponses
vous l'évoquiez tout à l'heure, mais de réponse aux questions que vous avez posées. Donc, un grand merci à SMAC l'assurance d'avoir permis cette webconférence. Merci également à VK de l'avoir organisée. Je précise également qu'il y a un service VK Ligne Expert qui permet aussi de répondre aux questions que vous vous posez sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.